enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficiez des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payez 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficiez d'une réduction et payez 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission L'invité de ce dimanche 30 août 2020. Le 18 août passé, les militaires maliens ont arrêté le président Ibrahim Boubacar Keïta, le président démocratiquement élu, son premier ministre et plusieurs autres cadres. Une action qui a été saluée par la population, en témoigne les bains de foule auxquels les militaires ont eu droit. Le Comité national du salut du peuple a pris possession du pouvoir. Les opposants maliens et la société civile réunis au sein du mouvement du 5 juin et du RFP ont fait allégeance et se proposent à collaborer avec la junte au pouvoir. Mais rappelons que le 25 mars déjà, la communauté internationale avait déploré la disparition de Soumaïla Cissé, l'opposant, et le limogeage par la suite du chef d'état-major de l'armée générale du Mali suite à des incidents et des enlèvements au nord. Puis la situation s'est empirée. La pose de la Tabaski a visiblement aguerri les opposants et l'armée en a profité pour prendre le pouvoir. Voilà quelques faits qui ont marqué la crise qui ont conduit à la situation qui prévaut aujourd'hui au Mali. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui comme invité un ressortissant malien vivant au Bénin. Il a pour nom Diallo Amadi, il est transporteur. Il est secrétaire général des Jeunes Patriotes du Mali au Bénin. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Vous souhaitez la bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes le secrétaire général des Jeunes Patriotes du Mali au Bénin. Les Jeunes Patriotes du Mali au Bénin, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une association que nous avons créée à travers l'ensemble des diasporas du Mali pour pouvoir apporter notre aide au développement de la nation. Donc, c'est une association qui a été créée ici et dans divers pays aussi. Donc, nous avons l'habitude de fédérer nos efforts pour suivre les actualités du pays et apporter notre concours aussi. Est-ce que c'est votre association qui est du côté de la France et qui apporte une aide financière substantielle à des populations maliennes? Si, vous savez, la diaspora malienne, la contribution de la diaspora malienne par rapport au PIB représente 30% du PIB. Oui. Donc ça veut dire que les Maliens de l'extérieur constituent beaucoup, une manne à gagner pour l'État. Oui. Donc c'est dans cette optique que nous avons dit, mieux vaut créer un groupe pour aider ceux qui sont au Mali à sortir du groupe. Voilà, c'est dans cette optique que nous avons créé cette association. Nous en savons un peu plus sur votre association à présent, mais vous avez forcément des parents au Mali. Et actuellement, la situation n'est pas forcément la meilleure. Nous supposons que vous communiquez suffisamment avec eux. Et en dehors des informations qui circulent dans les médias internationaux, quels sont les échos que vous recevez du pays? Bon, actuellement, je pense que la situation est sous contrôle. Le climat est apaisé par rapport à ce que les uns et les autres disent.
nous avons remarqué qu'il y a un soulèvement populaire et qui est resté derrière la junte militaire. Donc ça veut dire que la junte et le peuple actuellement font un et nous suivons avec attention le développement des choses. Donc c'est pour dire qu'actuellement, depuis l'avènement de la junte au pouvoir, nous avons remarqué que les militaires ont vraiment percé en matière de sécurité parce qu'il y a eu près de 7 bases de djihadistes qui ont été neutralisées. Donc nous avons vraiment confiance à ces militaires. Vous avez confiance à ces militaires, mais nous notons que depuis le putsch, la communauté internationale avec la CEDEAO en tête ont déclenché une batterie de sanctions contre le Mali. Et qui sont les premières personnes qui vont être victimes de ces sanctions à votre avis? Bon, il faut apprécier ces sanctions sous 2 angles. Oui. À long terme et à court terme. Je pense qu'à court terme, ça n'aura pas un impact sur la population, d'autant plus qu'il y a déjà la crise sanitaire. Donc, les gens sont déjà habitués à souffrir. Donc, secondo, nous avons les petites banques qui peuvent relativement apporter leur soutien au peuple. Donc, si les sanctions sont intervenues dans un laps de temps relativement court, il n'y aura pas de problème. Mais, si les sanctions doivent continuer, c'est là où le problème va se poser. Parce qu'à long terme, nous allons voir qu'il y aura un problème de liquidité, ce qui va ébranler le tissu social. Et il reste à savoir également si l'armée pourra jouer son rôle régalien. Vous savez, actuellement, on est sur plusieurs fronts. Oui. Il y a le front social, oui. Il y a le front sécuritaire, oui. Il y a le front politique. Tout à fait. Donc, la CEDEAO doit regarder la situation et savoir comment réagir avec un peu plus de maturité de retenue. Parce que si toutefois la CEDEAO doit créer un autre front, ce ne serait pas bon pour le pays. Donc, ce que je dis, à long terme, ça va créer des problèmes. Et si ça crée des problèmes, vous voyez, par rapport à la situation géographique du Mali, le Mali est au cœur des États membres de la CEDEAO. Oui. Si l'État est essoufflé et ne pourra pas jouer son rôle régalien, qu'est-ce qui va se passer? L'État ne pourra pas payer les militaires. Les militaires seront obligés, soit certains seront embrigadés par les djihadistes, et d'autres, puis encore, peuvent même vendre les armes aux djihadistes pour joindre les deux bouts. Si ça continue dans ce sens-là, c'est toute la zone, parce que le Mali représente un rempart. Le Mali a quand même 7 pays frontaliers. 7 pays frontaliers. Oui. Donc, si le Mali saute, les autres vont sauter aussi. Je me rappelle en 2012, oui. avec le coup d'État du capitaine Sanogo, oui. la CEDEAO, dans la précipitation, a pris des sanctions contre le Mali. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que ces sanctions ont ébranlé la hiérarchie militaire. Oui. De sorte que les djihadistes ont profité de la situation et se sont retrouvés jusqu'au centre de Bamako. Ben, ils avaient carrément occupé les 2 tiers du territoire malien à l'époque. À l'époque. Donc c'est pour dire à la CEDEAO de ne pas retomber dans les mêmes travers. Donc mais là, vous avez déjà apprécié la position de la CEDEAO. Mais à votre avis, qu'est-ce que la CEDEAO a pu faire pour que cette situation soit réglée en quelque peu? La CEDEAO, je pense qu'elle est née d'abord, la CEDEAO d'abord, c'est une organisation dont l'idée a été émise par le Mali d'abord, pour la première fois. Parce que vous savez que dans les 16 pays, 11 des 16 pays de la CEDEAO oui. faisaient partie de l'Empire du Mali. Tout à fait. Donc c'est par rapport à cette idée que nous avons jugé bon de fédérer nos efforts pour créer un grand marché. Oui. La CEDEAO doit réagir avec un peu plus de maturité, accompagner le Mali et non faire sombrer le Mali. Les chefs d'État de la CEDEAO, j'ai remarqué que leur principale préoccupation, c'est quoi? C'est comment faire pour conserver leur côté. Parce qu'il y a un problème, nous avons soulevé le problème depuis fort longtemps. Ah bon? Et ils ont cru qu'il s'agit seulement d'un problème politique. Non, c'est un problème social,
politique et un problème de gouvernance. Nous avions émis nos inquiétudes. Entre-temps, la CEDEAO a intervenu et qu'est-ce qu'on a constaté? La CEDEAO a pris ça à la légère. Pourquoi? Parce que lorsque vous venez, vous plaidez pour une gouvernance d'union nationale. Les gens ont compris que c'est comme si le Mali est devenu un gâteau à partager. Ce n'était pas ça notre point de vue. Le pays avait énormément de problèmes. Nous avons émis nos inquiétudes. Mais ils ont cru qu'en venant satisfaire les opposants, c'est fini. Ah oui. Alors que le problème est endogène. Donc, ils ont banalisé la situation parce que la situation s'est empirée. Les militants ont dû réagir pour faire sortir le trouble et le désordre. Et je trouve que leur réaction a été vraiment salutaire parce qu'il n'y a pas eu infusion de sang. C'est un coup d'État qui a été minutieusement préparé. Parce que pourquoi je dis que ça a été minutieusement préparé? Parce qu'au Mali, les coups d'État d'habitude, on les fait les mardis. Il y a même un jour pour les coups d'État au Mali. Surtout, il y a eu 4 coups d'État au Mali et tous les 4 coups d'État ont été faits les mardis. Donc, c'est une superstition. Les gens se disent que les mardis, c'est un bon jour pour les militaires pour réagir. Donc, je comprends l'attitude des militaires et je salue leur attitude même. Parce que nous avons remarqué que la démocratie est devenue un outil pour prendre en otage le peuple et non réagir aux aspirations du peuple. C'est ce que nous avons remarqué. Quand on parle de démocratie, on parle du pouvoir du peuple. Nous avons évincé Moussa Traoré, nous avons balancé le pouvoir aux politiciens, mais le pouvoir est resté coincé au maître des politiciens, ce n'est jamais descendu au niveau du peuple. Les politiciens se sont enrichis, mais le peuple s'est approuvé. C'est ce qui est regrettable. Non, mais est-ce que c'est pour cette raison qu'aujourd'hui l'opposition malienne se propose à collaborer avec le CNSP pour conduire cette transition? Pensez-vous que cette alliance pourra sortir le Mali de la crise? Cette opposition malienne représente une partie du peuple. J'en fais partie, c'est le M5. Mais ça ne représente pas tout le peuple. C'est pourquoi nous avons commencé d'abord un travail titanesque qui sert d'abord à quoi? À réconcilier d'abord les Maliens. Ça, c'est un. À chercher quelqu'un qui fasse l'unanimité. Comment réconcilier les Maliens? Réconcilier les Maliens de tous bords, par rapport à leur appartenance confessionnelle, par rapport à leur bord politique, par rapport à leur appartenance ethnique. Parce qu'il y a un problème ethnique déjà. Au Mali, qu'est-ce que l'État a fait? Durant la crise d'insécurité au centre, l'État a fait appel aux Dozo, les chasseurs, pour venir épauler les militaires. Ce qui a été, c'est un acte gravissime que l'État y a fait. Parce que l'État s'est dit, bon, comme on a un problème d'effectifs, nous allons faire appel aux Dozo. Les djihadistes étant majoritairement peu, les Dozo se sont dit, comment faire pour affecter ces djihadistes? Il faut frapper le peuple là-bas. Donc, il y a eu un massacre sans précédent, le massacre de Gossago, maintenant pour affecter les djihadistes. Pour affecter les djihadistes. Ça a créé un conflit entre les Dozo et les peuples. Donc, il y a une fracture et maintenant, de représailles à représailles, à tout moment, les villages sont décimés, les femmes sont assassinées, les femmes enceintes sont brûlées vives, même les animaux sont affectés. Donc, nous avons vu que ça a créé une fraction sociale. Visiblement, la crise malienne est beaucoup plus profonde que ce qu'on peut percevoir de l'extérieur. Si, absolument. C'est une crise profonde. Vous voyez, un chef d'État, lorsque vous êtes élu, avec près de 80%, 78% des suffrages exprimés, certes, c'est une victoire écrasante, mais il faut faire très attention. C'est en même temps un piège. Un piège pourquoi? Parce qu'il faut se montrer à la hauteur. Les gens attendent que vous donnez le meilleur de vous-même. Et ce n'est même pas ce que ça va se faire. Donc, un chef d'État ne doit se réjouir d'une telle victoire. C'est ce que Ibeka n'a pas compris. Ibeka est passé en 2013 avec près de 78% des suffrages exprimés. Aucun président malien n'a joué d'une légitimité aussi grande.
Et pourtant, au bout de cette année, il a perdu toute légitimité. Il a perdu parce qu'il a failli. Parce que le premier défi, c'est quel défi? Le défi sécuritaire. Oui. Qu'est-ce qu'Ibeka a fait? Il a choisi son fils, Karim Keita, comme président de la commission de défense. Un démarcheur de voitures. C'est pas un militaire. Ce n'est pas un militaire. Celui qui n'a aucune expérience. Comment un pays qui est en guerre et on vous a choisi pour rétablir l'intégrité territoriale, réinstaurer l'autorité de l'État, vous choisissez votre fils comme président de la commission de défense. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce dernier en a profité et nous avons vu qu'il a ébranlé d'abord le dynamisme dont jouissait l'armée. Ça, c'est un. Il y a eu des cas de corruption parce que qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'aller acheter, disons, les blindés, ils vont acheter des semi-blindés ou bien des faux blindés. On donne ça aux militaires, soit disant que c'est des blindés. Alors qu'au Mali, actuellement, à chaque 100 mètres, il y a des mines. Ok. Ce qui fait que Ça, c'est de grave. 2013 Oui. jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 8000 morts au niveau de l'armée. 8000 morts. Ça veut dire que l'effectif de l'armée est quand même assez important. Et oui, c'est important. Seulement qu'on a un peuple courageux, heureusement. Oui. Malgré qu'il y a des morts, il y a beaucoup encore qui viennent pour entrer dans l'armée. Donc ça veut dire que c'est un peuple courageux. Ça ne décourage pas les gens. Il y a 8000 morts. Et en majorité, ceux qui sont morts, c'est dû aux explosifs. Les djihadistes, en question pour les frapper, je pense qu'il faut un appui aérien. L'enfant du chef d'État a acheté des avions qui n'étaient pas utilisables. Des avions de deuxième main. Mais au Mali, il y a quand même l'aménagement à ces forces internationales qui s'interposent et qui, normalement, appuient l'État malien pour pouvoir repousser les djihadistes loin de leur base actuelle. Non, vous vous trompez. L'aménagement est là pour s'interposer entre les belligérants. L'aménagement ne va jamais au combat. Parce que la région la plus dangereuse actuellement, c'est le centre. Oui. L'aménagement n'est pas au centre. L'aménagement est au nord avec l'armée française. Seule l'armée malienne patrouille au centre. Nous avons près de 100 000 militaires étrangers au Mali. 100 000 militaires étrangers. Oui. Et pourtant, la situation s'empire de jour en jour. Donc, je ne sais pas à quoi bon faire appel à tous ceux-là. S'ils ne peuvent pas stabiliser la zone, autant qu'ils partent. Non, mais dans cette situation, comment se comporte l'économie malienne? Il y a les mines, il y a quand même assez de richesses au Mali. Est-ce que le Mali continue quand même à jouir de ces richesses? Pas pleinement, parce que nous avons constaté quoi? Les zones aurifères. Les djihadistes se sont appropriés les 16 zones aurifères. Ah oui? Et à travers la manne financière dont jouissent les djihadistes par rapport à ces zones aurifères, ils arrivent à acheter des armes. Mais qui leur vend les armes? Les armes viennent surtout de la Libye. De la Libye et de la zone frontalière entre l'Algérie et le Mali. Parce que quand il y a eu le conflit en Algérie, oui, les djihadistes se sont repliés sur le Mali. Ok. Donc c'est une zone désertique Oui. qui n'est pas sous contrôle. Oui. Donc les armes viennent à travers ces zones-là. Et il y a beaucoup d'armes aussi qui ont été arrachées ravies par les djihadistes au niveau de notre armée. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes encerclé par les djihadistes au Mali, Oui. entre deux camps militaires, il peut y avoir près de 200 km. Ok. Donc il n'y a pas de moyens aériens pour envoyer les renforts. Et cette zone est jonchée de mines. Oui. Donc les renforts tardent à venir. Vous pouvez passer près d'une journée de combat avec les djihadistes sans renfort. Finalement, à l'usure, vous serez obligé de lâcher. Oui. Donc c'est ce qui se passe. C'est pourquoi on a eu beaucoup de victimes au niveau de l'armée. Oui, mais sur le terrain actuellement, nous remarquons que le CNP se propose pour faire une transition de 3 ans. 3 années que la CEDEAO trouve quand même assez trop longue parce que la CEDEAO, il y a un sommet qui est en cours. Nous n'avons pas encore les conclusions de ce sommet. Mais les chefs d'État de la CEDEAO réunis en visioconférence ont proposé qu'il n'y ait pas 3 ans. On aurait appris qu'ils auraient proposé que la transition soit d'une année. Est-ce que vous pensez que 1 an ou 3 ans suffirait quand même à relancer la démocratie malienne?
Je pense que tout dépendra de la compétence de la gente au pouvoir. Parce que le travail en question à abattre, c'est un travail titanesque, comme j'ai eu à le dire. D'un, vous allez remarquer que, tel que j'ai dit, que 70% du territoire est sous contrôle déjà. Oui. Comment faire pour rétablir l'intégrité territoriale? Ça, c'est le premier volet. Là, il faut engager beaucoup de militaires. Parce qu'on a un problème d'effectifs aussi. Et les équiper aussi. Et les équiper également. Maintenant, il y a une crise de confiance entre le peuple et les élites. Parce que je vous dis, dans certaines zones, les gens ne comprennent pas. Dans certaines zones, les gens ont l'habitude de régler leurs différends auprès des djihadistes au lieu d'aller au commissariat. Auprès des djihadistes. Auprès des djihadistes. C'est leur accorder une certaine légitimité. Ça. Voilà. Les gens n'ont plus confiance aux dirigeants. Quand quelqu'un te doit maintenant, non, mais dans cette situation, vous pensez qu'on pourra quand même vaincre les djihadistes si les populations même se confient à ces djihadistes? Mais il y a une crise de confiance. Les gens n'ont plus confiance aux dirigeants. Les dirigeants sont corrompus et ils s'en fichent du peuple. Il n'y a pas de travail, il y a le sous-emploi. Les gens, dans certaines maisons, vous allez voir deux frères, même père, même mère. L'un est militaire, l'autre est djihadiste. Les deux sont dans la même maison, les parents le savent et ne disent rien. Le matin, chacun va à ses occupations. Et il faut voir, dans les zones, il n'y a pas d'école, toutes les écoles sont fermées. Les enfants de 5 ans, à partir de 5 ans actuellement dans certaines zones, ils savent manier les armes déjà. À 7 ans, ils peuvent concevoir des explosifs. Quand vous voyez souvent, on accuse l'armée des actions, parce que des fois, les militaires sont dépassés. Des fois, en cours de chemin, en plein bout, vous allez voir des enfants, un groupe d'enfants de 5 ans, 7 ans, 10 ans. Mais si jamais vous les dépassez, là, vous êtes foutus. Parce que, comme les enfants, les militaires ne sont pas aussi méfiants vis-à-vis des enfants. Oui. Les djihadistes ont l'habitude d'embrigader ces enfants. Maintenant, de les mettre au travail. Ces enfants, maintenant, conçoivent des explosifs. Et devant, vous avez des explosifs. Derrière, vous avez des explosifs. Lorsque vous tombez dans des embuscades, vous êtes foutus. Donc, ils sont encerclés d'explosifs. Encerclés. Et c'est ça qu'on dit un piège. Un piège. Les enfants sont comme des appâts. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'école. Il n'y a rien. L'État a failli, l'État a baissé le bras, l'État a capitulé complètement au centre. Donc, comment vous voulez qu'on s'en sorte comme ça? Le travail, c'est un travail titanesque à faire. Comment faire maintenant pour redonner confiance à ce peuple-là? Et ramener l'éducation, sensibiliser les gens à voter. Parce que ces Maliens, il faut prendre quelque chose en compte aussi. Lorsque il y a un peuple, une partie du peuple qui s'est révolté contre l'extrême laïcité, parce que les gens parlent souvent de l'extrémisme religieux, il faut prendre la laïcité aussi à l'extrême aussi. C'est quelque chose que les gens ne digèrent pas. Il y a une population, il y a un peuple qui s'est révolté contre la laïcité, contre la démocratie. Qu'est-ce que l'État fait? L'État fait appel encore aux Occidentaux pour intégrer l'éducation sexuelle dans les écoles. Vous voyez, nous sommes en Afrique ici. Les enfants de 9 ans, 10 ans, pour leur apprendre la sexualité, c'est quelque chose que notre société n'aime pas. Donc, c'est pour donner indirectement raison aux djihadistes. Parce que les djihadistes se disent quoi? Ceux-là, ils sont contre Dieu, ils sont contre la volonté de Dieu, il faut les frapper. Et si vous mourrez, vous allez au paradis. Je pense maintenant c'est à l'État de voir et de concilier les deux positions pour chercher un équilibre. Tout à fait. Entre l'extrémisme religieux et l'extrême laïcité. Mais nos dirigeants ne font pas preuve de maturité. Ils s'en fichent complètement. Donc ça veut dire que c'est un travail de longue haleine. 3 ans. Moi, je propose 1 an et demi pour la junte, mais renouvelable aux besoins. Parce que tel que j'ai dit, oui, tout dépend de la compétence de la junte sur le terrain. Jusqu'à présent, ça fait 1 semaine, ils sont là, bien 10 jours. Ça fait 10 jours maintenant. La junte est là.
Elle a eu quand même des résultats franchement salutaires parce que nous avons vu des bombardements au niveau du centre et au niveau du nord. Il y a eu beaucoup de saisies, plutôt ils ont saisi beaucoup des pick-up et des motos des djihadistes et beaucoup de bases ont été détruites. Donc nous avons toujours agi dans la défensive. Il a fallu d'abord que la junte là vienne au pouvoir, qu'on puisse agir dans l'offensive. Oui, mais avec la situation que vous décrivez, dans une maison, il peut y avoir un frère qui est militaire et l'autre qui est djihadiste. Est-ce qu'avec cette situation, vous pensez qu'il serait facile de déloger les djihadistes ou de les ramener à la raison? Ou bien vous pensez qu'il faudrait carrément négocier avec les djihadistes pour pouvoir trouver un terrain d'entente? Bon, tel que j'ai dit, Oui. il y a le sous-emploi aussi. Le chômage à l'extrême peut amener les gens à basculer de l'autre côté. La dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Le régime Ibeka, Oui. ce président que nous avons choisi pour faire face à l'insécurité, nous avons remarqué que ce régime en a tiré profit pour justifier sa médiocrité. Je m'explique. Oui. Vous dites, toutes les écoles du centre sont fermées. Oui. Mais à Bamako, dans la zone stable, ça fait près de 7 ans, il n'y a pas eu année scolaire complète. OK. Donc tout ça là favorise le djihadisme. Par rapport à votre question, j'en reviens. Oui. C'est pourquoi je disais de trouver un équilibre entre la laïcité et l'extrémisme religieux. OK. Parce que c'est les gens, ils ne digèrent pas le système occidental. Donc le volet militaire ne suffira pas. C'est pourquoi nous demandons, même si tous les militaires, parce que la CEDEAO disait en temps qu'elle voulait réagir militairement. Le Mali n'est pas la Gambie, le Mali n'est pas la Sierra Leone. Ça fait 1 260 000 km². Ça c'est un. Le Mali n'est pas un peuple résilient, un peuple soumis. Si jamais la CEDEAO essaie, la population va prendre les armes. Il y a les militaires. Et qu'est-ce qu'ils oublient? Les djihadistes à 80% sont des Maliens. Ils peuvent toutefois se rapprocher de l'armée et combattre la CEDEAO. C'est du carnage. Donc je demande à la CEDEAO de revoir la chose sur un autre moment. Non, mais à la lecture de la situation actuelle, est-ce qu'on ne peut pas en déduire que c'est les vieux démons de 2012 qui reviennent? Parce que depuis que ATT est parti, et c'est vrai que Ibeka est arrivé, ben, depuis on n'a pas trouvé la stabilité. Il y a un coup d'État qui succède à un autre. Est-ce que ce n'est pas à craindre? Cette insécurité, ça profite à qui? C'est là où est surtout la question. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Oui, justement. Je me demande, Ibeka est venu au pouvoir, il est passé brillamment en 2012. Mais les élections de 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Les zones qui sont sous contrôle des milices et des djihadistes, nous avons remarqué que ces zones-là étaient au contrôle, l'État en a tiré profit. L'État a tiré profit comment? Parce que Ibeka a senti qu'il ne jouissait plus de la même légitimité. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Il a envoyé des émissaires aller financer ces groupes armés. Vous en avez les preuves? Je vais vous donner les preuves. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lors des élections, on a assisté à des bourrages d'urnes. Personne ne peut aller contrôler les résultats dans ces zones-là. Non, mais il y avait des observateurs. Jamais. Dans ces zones, il ne peut pas. Il n'y a pas d'observateurs. Il n'y a même pas l'opposition. 3 personnes ont essayé, ils ont été décapités, on les a décapités. Ils ont envoyé les troncs à Bamako, les têtes sont restées là-bas. Parmi ça, vous allez entendre un village où il y a à peu près 50 âmes, on dit, tel village, il y a eu près de 20 000 inscrits, 20 000 votants, et tous en faveur du régime. C'est des scores Stanislavien, comme à la Staline, je dirais. Si. Donc, comme Ibeka a perdu le soutien du peuple, Oui. la seule façon de se faire élire, c'était de tirer profit de cette insécurité-là.
Donc vous voulez dire que les élections de 2018 n'étaient pas... N'était pas honnête. Les observateurs, ils ont conclu que c'était bien. Et puis... Non, mais nous avons amené des vidéos. Il y a des brouillages d'une. Vous allez voir, une seule personne va voter pour 1000 personnes. Et quand ils viennent, ils sont armés, les votants, ils viennent avec les armes. Et il n'y a même pas d'isoloir. On vous regarde comme ça, vous mettez les mains dessus. Ils ont amené les preuves. Donc, la Cour constitutionnelle en complicité avec Ibeka a rejeté toutes ces preuves-là. Donc ça veut dire que le régime a compati ou bien s'est associé aux djihadistes à un moment donné. C'est associé aux bandes criminelles et aux trafiquants de drogue. Ça, je vous dis ça. Je n'ai pas parlé avec les djihadistes, parce que les djihadistes n'ont pas la même doctrine que le régime. Okay. Donc, ce que je dirais, ce régime n'était plus fiable. Parce que preuve en est que les élections, les législatives qui sont passées la dernière fois, oui. Le régime a perdu dans toutes les zones stables, mais a gagné dans les zones à risque. Donc, et comme il voulait une majorité, c'est pourquoi la présidente de la Cour constitutionnelle a retourné plus de 30 voix en faveur du régime. C'est ça qui a amené le soulèvement. Parce que Ibeka a perdu tous les sièges de Bamako, presque tous les sièges de Bamako. Et Katir console là. Mais là où il y a les hommes armés, Ibeka a gagné. Donc, cette insécurité, ça profite à qui? On vous a appelé pour venir nous faire sortir le gouffre, mais vous tirez encore profit de cette insécurité-là pour pérenniser votre pouvoir. C'est ce qu'on n'a pas compris. Monsieur Diallo Amadi, je crois que nous avons fait un peu le tour de la situation malienne aujourd'hui. Vous êtes ressortissant malien et vous êtes vraiment au contact de vos frères qui sont restés au pays. Et vous avez quand même une certaine lecture de la situation malienne qui n'est pas forcément celle que nous pouvons avoir dans les médias internationaux. Et donc, à vous entendre, vous avez expliqué qu'au fond, la crise malienne n'est pas forcément ce qu'on croit, mais que c'est une crise beaucoup plus profonde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple est en désaccord avec ses dirigeants, en désaccord avec l'élite. Et l'élite, pour se donner une certaine légitimité, s'associe plutôt aux bandes armées. Ces bandes armées qu'on devrait combattre s'associent à ces bandes armées pour se donner une certaine légitimité. Mais apparemment, sinon, selon vos dires, les militaires auraient compris un peu cette manège. Et puis, pour juguler ce problème, ce manège, j'allais dire, pour juguler ce problème, les militaires ont décidé de mettre fin à tout cela. Oui. Et selon vous, c'est pour cette raison que les militaires ont pris le pouvoir. Et maintenant, à votre avis, ces militaires ont un devoir important. Ils doivent essayer de réconcilier les Maliens entre eux pour pouvoir faire face au djihadisme et ramener la stabilité. Ceci avec l'accompagnement de la communauté internationale et surtout de la CEDEAO, qui est la première organisation qui prend des actes vis-à-vis du Mali pour tout ce qui se passe. Je crois que j'ai résumé en quelques mots tous nos propos. Et sur ce, je vous dirai infiniment merci d'être passé sur notre plateau. Vous avez éclairé un peu plus notre lanterne. Et c'est sûr que nos amis internautes aussi en tireront vraiment profit parce que ça leur permettra d'apprécier la situation du Mali à travers ce que vivent les Maliens et non à travers ce qui est diffusé dans les médias internationaux. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Quant à vous, chers amis internautes, je vous remercie pour votre fidélité. Rejoignez-nous dans une semaine. Ce sera pour le même exercice et avec d'autres invités. Merci.